Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va parler d'homographe, on va parler des effecteurs et des données utilisateurs. Et on va utiliser tous en même temps pour faire un petit truc super sympa, un petit effet très pratique, très sympa pour faire des animations qui ont un petit quelque chose en plus. Euh, Ça va me permettre en plus d'ajouter un petit peu d'informations à un tutoriel que j'ai déjà vu et ça va me permettre aussi de répondre en fait à 2 abonnés. Donc c'est tout bon. Sur MHS Tuts, une chaîne YouTube qui est en partenaire, vous verrez dans la description, il y a le lien d'MHS Tuts dans les vidéos partenaires. Il y a eu c'est une chaîne YouTube qui fait beaucoup de motion design, je trouve. Ils font des tutoriels sur Cinema 4D, mais pas que. Il y a aussi du After Effects, il y a aussi d'autres logiciels, Turbulence, FD, je crois. Il y a, enfin, pas mal de choses que moi je fais pas. Ils montrent aussi des moteurs de rendu externes, etc. Tout ça, j'aborde pas, donc c'est bien, ça complète assez bien ma chaîne. Et donc, ils ont fait une vidéo en 2 parties. Enfin, pour le moment, il y a 2 parties sur une animation motion design où on utilise des cloneurs dans des cloneurs. Et c'est très bien. Ils montrent le mode fusionné, qui est très pratique, très utile. Mais seulement, je trouve qu'ils vont pas assez loin. Justement, ils montrent pas vraiment tout le petit truc du mode fusionné qui est vachement intéressant. Et donc, je voulais en reparler un petit peu pour compléter ça. Et en plus, ça me permet de répondre à 2 questions qui m'ont été posées par des abonnés. Il y a un abonné qui me demande de montrer comment on peut faire avec Cinema 4D, Mograph et les données utilisateurs, ce que l'on peut faire dans Rhino avec Grasshopper. J'ai déjà parlé un petit peu de Grasshopper de Rhino dans une vidéo précédente. Grasshopper, dans le logiciel 3D Rhino, permet de faire ce que on fait dans Cinema 4D avec Expresso. C'est exactement le même principe, le même concept. On utilise des nœuds, on récupère des données. Je trouve que dans Expresso, c'est plus pratique. Mais après, je connais pas bien Grasshopper, je connais pas bien Rhino. Donc, je suis assez limité dans ce logiciel. Je préfère parler de Cinema 4D. Et donc, il y a un autre abonné aussi qui m'a demandé comment on pouvait utiliser des effecteurs pour contrôler des données utilisateurs. Parce que généralement, les effecteurs permettent de contrôler la position des clones, leur rotation, leur échelle, et puis au-delà de ça, on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment procéder. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin. Et le mode fusionné des cloneurs permet justement de contrôler des données utilisateurs de manière assez simple. Donc on va voir cela. Pour montrer ça, j'ai besoin en fait d'un objet qui contient des données utilisateurs. Parce que on va pas refaire un fichier, un setup à chaque fois. J'aurais pu prendre la primitive ISO que j'ai fait il y a quelques semaines, mais bon, c'est assez basique. C'était juste pour montrer comment on pouvait faire. C'est pas vraiment un truc que je vais utiliser dans des tutoriels. Je voudrais un truc moins basique. Alors j'aurais pu prendre la bestiole. J'avais fait le tutoriel sur la bestiole où je montrais en fait le module R. On a un petit peu vu tous les paramètres du module R. Le problème c'est que R bouffe beaucoup de ressources et puis comme j'enregistre en même temps et puis qu'on va utiliser un cloneur, on aura des clones, etc. Il y en aura plusieurs. Ça va vite devenir lourd à gérer et j'ai peur que ça ralentisse un petit peu le rendu de la capture. Donc je vais pas faire ça. J'aurais pu utiliser l'œuf Alien. C'était super sympa. On avait fait un tutoriel où on crée un œuf du film Alien. Mais seulement je sais plus où je rangeais le fichier. Je sais que je l'ai dans un coin, mais je sais plus exactement où. Alors à la place j'en ai pris un autre fichier qu'on avait fait, celui du setup de la boîte en carton, que je vais vous montrer. Il est disponible sur le blog. Voilà, la boîte en carton, le setup de la boîte en carton. Vous allez sur le blog à cette adresse. Vous avez le tutoriel, la vidéo, et puis ici à télécharger le fichier. Alors normalement ça passe par un AdFly. Au moment où je vais poster cette vidéo, le AdFly n'y sera plus. C'est-à-dire que quand vous cliquerez là-dessus, vous arriverez directement sur la page méga qui permet en fait d'héberger des fichiers. Et vous aurez juste à faire télécharger par le navigateur, un truc comme ça. Il y a un bouton. Parce que le AdFly, je vais les virer. Hein. Ça c'est chiant. J'avais demandé si c'était intéressant ou pas, si c'est gêné ou pas de le laisser. Personne m'a dit que c'était gênant ou pas. J'ai juste eu une personne qui s'est plaint en fait que c'était pas pratique.
une ou deux, je crois. Mais je vais vraiment virer les liens AdFly parce que je trouve que AdFly ne fait pas ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que normalement, quand on clique là-dessus, on a une publicité qui s'ouvre, mais cette publicité ne doit pas être gênante pour l'utilisateur, alors que en fait, là, des fois, ça me télécharge quand je teste, ça me télécharge des fichiers que je veux pas, ou alors ça me bloque le navigateur avec des pop-up, etc. C'est chiant. Je sais pas si vous avez eu ce genre de problème, mais moi, je vais simplement virer les AdFly. Je mettrai directement le lien méga, le lien sera long, j'espère qu'il sera pas tronqué par Blogspot. Sinon, je trouverai une autre solution. Mais je vais virer les liens de Fly. Donc, quand je posterai cette vidéo, normalement, les liens n'y seront plus. Les liens gênants n'y seront plus. Quand vous cliquerez là-dessus, vous aurez directement accès au téléchargement du setup. Donc, ce setup qu'on avait fait, c'était simplement une boîte en carton qui émet des particules et puis les quatre pans ici du couvercle de la boîte en carton permettent de s'ouvrir avec des données utilisateurs. Et ça, c'est très pratique parce que c'est ce qu'on va avoir besoin. Donc ça, je vais le fermer. Avant d'ouvrir ce setup, je vais vous montrer un petit peu le cloneur en mode fusionné et on va voir à peu près ce qu'il fait. C'est-à-dire que je vais ajouter un cloneur dans ma scène. Voilà, donc c'est un cloneur basique. On va aller dans l'objet. On va lui mettre quelque chose dedans. Alors, on va mettre un cube. Je vais mettre un cube qui est pas trop grand, on va le faire de 100 cm. J'aurais pu dézoomer la page, hein, c'est faire de nous-mêmes. Voilà, je le mets dedans, le cube, je vais mettre les lignes. Le cloneur, on va lui demander non pas de cloner sur la hauteur, mais on va lui dire de cloner sur l'axe X. Oui, on va lui dire de cloner à 400 cm sur l'axe, 200 cm sur l'axe X. Voilà. Et puis on va lui dire d'en cloner 10. 10. Alors ici, je l'ai laissé en mode linéaire. Alors le mode linéaire, ça me clone en fait sur une ligne, tout bêtement. Et puis ici, j'indique en fait de combien les espaces sur chaque axe. Donc j'ai aussi le mode objet qui va me permettre de les cloner sur les objets. Donc par exemple à la surface d'une sphère, par exemple. J'ai le mode radial qui va me les cloner comme ça en cercle. Et puis après on indique en fait sur quel cercle, sur quel plan et puis combien on en veut. On a le mode répartition sur une grille qui les clone en fait dans un quadrillage comme ça, ce qui est très pratique aussi pour pas mal de choses. Mais ici on va garder le mode linéaire parce que c'est le plus simple à appréhender, à voir, à comprendre. Donc j'ai mon cloneur, dedans il y a un cube et donc il clone le cube du début à la fin. Il clone le même cube. Ouais, c'est bien. Je suis en mode itération, c'est-à-dire qu'il clone le cube qui est ici, et puis il fait une boucle, et puis il revient en haut, et comme il n'y a que le cube, il clone le cube toujours, donc le cube, le cube, le cube, le cube, le cube. Si je mets autre chose, par exemple si je rajoute une sphère, en dessous du cube, la sphère on va la mettre de la même dimension, voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il clone, comme je suis toujours en mode itération, il clone le premier élément, le cube, puis le deuxième élément, la sphère, puis revient sur le premier élément parce qu'il a fini la liste, et puis après la sphère, puis après le cube, la sphère, etc. C'est-à-dire qu'il les prend dans l'ordre, et puis il clone le premier, le deuxième, le premier, le deuxième, le premier, le deuxième. Si on a un troisième, il clonera le premier, le deuxième et le troisième. Par exemple, si je rajoute une pyramide, il clonera le cube, la sphère, la pyramide, le cube, la sphère, la pyramide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand je suis en mode itération, le cloneur cube les éléments dans l'ordre où ils sont sous le cloneur, dans l'ordre où ils sont en tant qu'enfant du cloneur. Si je mets ici le mode aléatoire, il va les cloner de manière totalement aléatoire. Par exemple, ici, il va pas me cloner le cube, la sphère, le cube. Il me clone soit la sphère, soit le cube, soit la sphère, soit le cube, soit la sphère, soit le cube, et de manière totalement aléatoire. Et ici, le champ source permet de modifier cet aléatoire. Si ça vous plaît pas, vous changez ce numéro-là, tac, et ça change la répartition aléatoire en fait des éléments. Donc c'est-à-dire qu'il va les cloner totalement au pif, un des éléments enfants du cloneur, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et totalement aléatoirement. Fusionner, j'en parle après. Trier, en fait, il va les trier, c'est-à-dire qu'ici, il va me cloner que le cube parce que c'est le premier. Si je mets la sphère en premier, il va me cloner que la sphère. Et ensuite, ça changera en fonction de différents paramètres qu'on peut avoir avec les effecteurs, avec le cloneur, etc.
Donc trier, ça peut être intéressant sur certaines scènes. Ici, c'est pas ce que l'on va voir en premier, ce qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, mais ce sur quoi je veux vraiment venir, c'est le mode fusionné. Fusionné. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On a la moitié, c'est des cubes, la moitié, c'est des sphères. Quand on fait ça, quand on connaît pas le mode fusionné, quand on fait ça, on met un cube, une sphère, puis on dit oui, bon bah il me clone la moitié de l'un, la moitié de l'autre. D'accord. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le premier clone, il met le cube parce que c'est le premier de la liste. Il prend le dernier clone, il met la sphère parce que c'est la dernière de la liste, le dernier élément de la liste. Donc il choisit le premier, le deuxième. Comme il n'y a que deux éléments, il sait que c'est un là, un là. S'il y avait un troisième élément, il en mettrait un au début, un au milieu, un à la fin. C'est-à-dire qu'il va positionner en fait les éléments qu'il dispose dans la liste des éléments qu'il clone, de manière à ce qu'ils soient placés à peu près là où il faut, aux mêmes intervalles les uns des autres. Et puis entre les deux, entre chaque élément, il va faire une interpolation. Alors ici, comme c'est un cube et une sphère, c'est deux primitives très différentes, ce qui fait que le cube et la sphère n'ayant quasiment rien en commun, ici il fait des cubes, des cubes, des cubes, des cubes, et puis au moment où il change vraiment la transition, il fait des sphères, des sphères, des sphères, des sphères. Si c'était des éléments plus proches, par exemple, si c'était que des cubes, je vais virer la sphère et je vais mettre un deuxième cube. À la place, voilà, je duplique mon cube, je le mets à l'intérieur. Là, en fait, ici, il met un cube, et ici, il met un cube, et entre les deux, il fait une interpolation. On voit pas qu'il y a d'interpolation parce que ce sont deux cubes totalement identiques. Donc, c'est pas, on voit pas de différence. Si le premier cube, je lui laisse ses segments à 1, et que le deuxième cube, je lui mets ses segments à 10, ça va tout changer, on va voir la différence. Ici, le premier cube, c'est toujours le premier, et le dernier cube, c'est toujours le dernier ici, donc celui qui a 10 segments. Mais on remarque entre le premier et le dernier clone, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en fait une évolution du nombre de segments. C'est-à-dire que ces valeurs-là, qui sont différentes entre le premier et le deuxième cube, Cinema 4D, ou plutôt Homograph, s'est arrangé de les augmenter au fur et à mesure des clones, afin de passer de ce réglage-là, cette propriété, ce paramètre-là, à cette valeur-là de la même propriété. Donc, il permet, Cinema 4D peut manipuler les propriétés indépendamment de chaque clone afin de faire en fait une interpolation, un passage plus smooth, plus doux entre la première étape, le cube qui est ici, et la dernière étape, le cube qui est ici, celui qui est à la fin. Donc là, j'ai utilisé les segments, mais j'aurais pu utiliser d'autres paramètres. Par exemple, j'aurais pu ajouter les biseaux, comme ça. On ajoute les biseaux là, le biseau ici. Celui-là, on va lui mettre un biseau avec un rayon de 10. Voilà. Et celui-là, on lui met un biseau avec un rayon de 50, par exemple. Puis je vais mettre... hop, on va mettre 5 ici, puis 5 ici. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a ici le premier cube qui a un biseau de 10 avec 5 subdivisions, les segments de 5. Et puis au dernier, on a un rayon de biseau qui est à 50 avec les mêmes segments, etc. Et donc ici, Cinema 4D fait aussi une interpolation entre les deux. Si je rajoute un élément entre deux, alors je tire les biseaux et je vais repasser sur les trucs plus simples des segments, parce que les segments c'est très parlant, je trouve. Voilà, ici on voit bien qu'il y a une évolution en fait du nombre de segments. Si je rajoute encore un cube, tac, et ce dernier cube, je lui mets un segment seulement, comme le premier. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Cinema 4D a mis ici en premier le premier cube. Ici à peu près au milieu, il considère que c'est les valeurs de ce cube-là, celui qui a les segments de 10. Et puis ici à la fin, il revient sur le dernier de sa liste ici, celui qui a qu'un seul segment. Donc en fait, ici on a une évolution du nombre de segments, et ça augmente et ensuite ça redescend. Et on peut utiliser ce genre de choses avec des données utilisateurs.
C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que l'on a modifié? On a modifié des propriétés. Ce sont juste des propriétés. Et les données utilisateurs ne sont rien d'autre que des propriétés. Donc CinemaKD, c'est aussi les modifier. Et ça devient donc très intéressant. Je vais fermer ça. J'aurais pu utiliser des textures, hein. Texture sur l'un, texture sur l'autre, des textures différentes, et on aurait vu les textures qui changent au fur et à mesure. Il n'y aurait pas eu d'interpolation forcément. Non, il n'y aurait pas eu d'interpolation dans ce cas-là. Mais bon, vous auriez vu les différences des textures. Les textures qui changent à chaque fois qu'on change d'état. Je vais maintenant charger mon setup de la boîte en carton. Tac. Alors voilà le setup. Je rappelle que quand on faisait lecture, on a des particules qui émettent en fait des objets qui sont mis dans un cloneur. C'est super. Et puis ici j'ai des réglages. Alors je peux fermer ou ouvrir les couvercles. Voilà. Et puis je peux ici déformer la boîte si j'ai besoin. Je mets ça à 0. J'ai ici pour gérer les particules et j'ai ici pour gérer la dynamique. Tout ça c'est super. On va remettre tout bien comme ça. Je sélectionne cette boîte en carton, CTRL-C pour la copier. Je vais fermer tout. Je suis dans un document tout propre. Je fais CTRL-V pour la copier. Voilà, parfait. J'ai pas besoin des particules, j'ai pas besoin de la dynamique. Donc ici, particules, je vais mettre 0 en quantité maximum. Comme ça, ça va pas m'émettre de particules. Et dynamique, je vais mettre désactivé. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de gérer la dynamique. J'ai pas besoin en fait que le cube me génère quoi que ce soit. Je veux juste utiliser le fait que ce soit une boîte qu'on puisse ouvrir et fermer. Donc ici, je peux jouer avec les couvercles. Comme ça. Comme je veux. Parfait. Parfait. Et quand je fais lecture, normalement, il se passe absolument rien parce que j'ai tout désactivé les particules. Donc là, en fait, j'ai la boîte en carton. Tac. Boîte en carton. On va afficher les lignes. Cette boîte en carton, forcément, je vais la mettre dans un cloneur, comme on l'a fait pour le cube précédemment. Je la mets dans le cloneur. Paf. J'ai plusieurs cartons, boîtes en carton qui se sont affichées. On va demander à ce que ça soit cloné sur l'axe X, donc le cloneur. Ici, c'est pas sur Y que je veux mettre du décalage, c'est sur l'axe X. On va mettre 400. Parce que les boîtes en carton doivent pouvoir s'ouvrir, donc il faut qu'il y ait quand même de l'espace entre deux, même quand elles sont totalement ouvertes. Et je vais en mettre une dizaine. Une dizaine. Voilà. 10 boîtes en carton, parfait. On va faire ça comme ça. Parfait. Le cloneur, je vais le passer ici en mode fusionné. Tac. Comme j'ai qu'une seule boîte en carton, et que il n'y a rien d'autre dans mon cloneur, c'est toujours ici et ici, c'est la même boîte en carton. Je vais la dupliquer cette boîte en carton. Tac. J'en fais un double. La deuxième boîte en carton, je vais la laisser comme ça, c'est celle qui est ici. Et la première boîte en carton, je vais la fermer. Tac. Je prends cette donnée utilisateur et je ferme les couvercles. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que CinemaKD fait l'interpolation comme on l'a vu avec les nombres de segments sur le cube. C'est-à-dire que la première boîte en carton est totalement fermée. La dernière est totalement ouverte, parce qu'il y a 2 boîtes en carton seulement. Et puis, entre deux, il fait l'interpolation, il ouvre progressivement la boîte en carton. Donc, ça permet en fait de gérer les données utilisateurs qui sont ici. Il prend les données utilisateurs qu'il y a là, il prend celles qu'il y a là, il sait la différence qu'il y a entre les deux, il sait que ces valeurs-là vont changer, et à chaque clone, il va mettre une valeur différente pour passer progressivement d'un état vers un autre. C'est bien, sauf que là, on a un problème, c'est-à-dire qu'ici, les couvercles s'ouvrent et se mélangent, en fait, ils ouvrent en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette boîte en carton, je vais en faire encore un double, tac, que je mets au milieu. Donc ça va être l'état 1, l'état 2. Alors, on va laisser 2. Et ça, c'est l'état numéro 3, paf, de la boîte en carton. Je vais mettre point 1 pour bien montrer 1, 2 et 3. L'état 1, la boîte est totalement fermée. Alors, couvercle ici, je vais mettre quand même 1%. Parce que c'est un petit peu mieux, ça permet en fait d'avoir un truc légèrement ouvert. L'état 2, je veux que le couvercle 3 et 4 soient ouverts, mais je veux que les couvercles 1 et 2 soient fermés. Donc en fait, ça ouvre que seulement 2 couvercles. Jusqu'ici. Ça m'a ouvert que 2 couvercles. Ensuite, l'état 3, tout est ouvert, donc ensuite, ça ouvre les 2 couvercles restants. Et la boîte en carton est totalement ouverte à la fin. Ça, c'est super. Donc là, j'ai en fait toute
toute l'animation de ma boîte qui s'ouvre progressivement. Totalement fermée, totalement ouverte. On ouvre d'abord 2 pans, puis les 2 autres. C'est intéressant, mais à quoi ça va me servir de faire ça? En fait, ici, le cloneur, j'ai mis 10 en quantité. Je vais retirer ça, je vais mettre 1. Donc ça va m'en afficher qu'un seul. Ça m'affiche que le premier. Donc la boîte qui est fermée. L'état numéro 1, celle de la boîte fermée. Je vais ajouter un effecteur sur mon cloneur. Je sélectionne le cloneur, mot graphe effecteur, effecteur simple. Alors par défaut, l'effecteur simple augmente la hauteur, là dans ses paramètres, la hauteur de l'axe Y de 100 cm. On va mettre ça à 0, 0, on va même le décocher, ça, on décoche la position. Là, l'effecteur simple ne fait plus rien du tout puisque j'ai tout décoché. Ce que je veux, c'est que l'effecteur simple ait une influence sur le clone qui est affiché. Ici, pour le moment, c'est le premier clone qui est affiché. Mais je peux demander à ce que ce soit le deuxième ou le troisième, et ça se gère avec un pourcentage. Là, c'est à 0% en fait le dernier des clones, donc c'est le premier clone. Si j'augmente un pourcentage qui est ici modifier le clone dans les paramètres de l'effecteur simple, ça me permet de modifier le clone qui est affiché. Ici, 0% c'est le premier, si je mets 100% c'est le dernier. J'ai mis 100%, c'est le dernier. Si je mets 50%, c'est la moitié, c'est celui qui est ici. Donc en fait, ici, en modifiant ce paramètre, ça me permet d'animer en fait le clone en fait qui est utilisé. Alors je mets ça à 100%. Je vais laisser 100%, c'est le dernier. Et à la place de jouer avec ça, je vais jouer avec l'atténuation. Je vais dans l'atténuation de mon effecteur. Je vais passer en mode linéaire. Voilà. En mode linéaire. On va se mettre comme ça. Et quand je déplace en fait mon effecteur, soit le cloneur est d'un côté de l'effecteur, la boîte est fermée, soit l'effecteur est de l'autre côté, la boîte est ouverte. Je peux allonger un peu l'effecteur pour avoir un effet un peu plus smooth et puis augmenter l'atténuation ici. Tac. Ce qui fait que là, je peux ouvrir progressivement la boîte avec l'effecteur. Parfait. Et la refermer de la même façon. Donc en fait, la personne qui m'avait demandé comment on peut utiliser les effecteurs pour contrôler les données utilisateurs, bah voilà. Là, on est en train de contrôler des données utilisateurs. On contrôle les données utilisateurs de la boîte en carton, ces données utilisateurs-là, en utilisant un effecteur. Quand l'effecteur passe, les données utilisateurs permettent d'ouvrir la boîte ou de fermer la boîte. Juste en faisant ça, on a les 3 états de notre boîte en carton. J'en ai mis 3. Dans un autre setup, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Il pourrait y avoir que 2 états, par exemple. Dans ce cas-là, on passera d'un état à l'autre. Vous pourrait y avoir une dizaine d'états. Et dans ce cas-là, quand on passe l'effecteur, on passe à chaque étape, à chaque état différent qu'on a mis dans le cloneur. Ce cloneur, je peux le mettre dans un autre cloneur. J'ajoute un nouveau cloneur, qu'on ne met pas en fusionné cette fois. Et ce cloneur, on me le met dedans. Tac. Et ce cloneur, celui qui est tout en haut, qui n'est pas en fusionné, on le met là en linéaire. On va me dire sur l'axe Z, on les espace de 400 pour qu'on puisse les ouvrir. On va en mettre une dizaine. Voilà, une dizaine. Et donc ici, en passant mon effecteur simple, ça me permet d'ouvrir progressivement chaque boîte. Tac. Donc je gère en fait les données utilisateurs de chacune de ces boîtes, de chacun de ces clones. Chaque clone a ses propres données utilisateurs qui sont gérées avec l'effecteur simple. Je peux tout à fait ajouter sur ce cloneur, celui qui est tout en haut, un autre effecteur si je veux, un randomisation par exemple, qui va me permettre non pas de modifier sur la hauteur, mais modifier un petit peu comme ça, on va dire 100 seulement. Non, ici je laisse que 50, là je mets 100. On va mettre aussi de la rotation, on va modifier de 30% la rotation, voilà, pour les avoir un petit peu dans tous les sens. Et en fait, en faisant ça, quand je passe mon effecteur, je vais ouvrir les boîtes progressivement. Alors, on va peut-être retirer ça, ça va avoir un truc plus propre. Comme ça, tac. J'ouvre les boîtes, oui, mais enfin c'est plus propre, mais on voit moins bien le maillage. Donc voilà, ça ouvre en fait les boîtes ou ça les ferme suivant que je passe ou pas. Ici j'ai mis une atténuation linéaire, je peux mettre une atténuation différente, je peux mettre une atténuation boîte, je peux faire ça un peu plus grand comme ça, et donc ça va ouvrir et fermer progressivement les boîtes, ça les ouvre, et puis quand ça repasse, quand c'est reparti, ça les referme.
Donc je peux ouvrir ou fermer comme ça les boîtes. Hop, juste au passage en fait de l'effecteur. Ici j'utilise un effecteur simple et on pourrait aller un petit peu plus loin, on pourrait le combiner avec d'autres effecteurs supplémentaires et ouvrir les boîtes par exemple un petit peu au pif. On pourrait rajouter d'autres effecteurs soit sur le premier cloneur, soit sur le deuxième cloneur, afin d'aller un petit peu plus loin. Donc on peut vraiment faire pas mal de choses. Ici on a donc utilisé un effecteur, l'effecteur simple, pour gérer quoi? Les données utilisateurs, des éléments qu'on a mis dans un cloneur en mode fusionné, c'est important. L'effecteur simple, lui, ici, on a mis, tac, si on modifie le clone à 100%, il faut que ce soit au-dessus de 0% sur. Si c'est à 100%, ça va prendre en compte tous les éléments. Si je mets par exemple ça seulement à 50%, ça va s'arrêter au deuxième. C'est-à-dire que quand mon effecteur simple passe, je remets bien. Quand mon effecteur simple passe, quand il est totalement passé, je vais le remettre en atténuation linéaire pour que ce soit plus parlant. Quand il est entièrement passé, en fait, la boîte n'est ouverte qu'à moitié. C'est-à-dire que ça s'est arrêté à l'étape numéro 2. Ça va pas à l'étape 3 parce que justement, ici, j'ai pas mis là. Ici, j'ai pas mis 100%, j'ai mis que 50%. Donc la moitié seulement. Si je mets 100%, ça ouvre tout, ça va jusqu'à la troisième étape, jusqu'à la dernière étape des éléments du cloneur. Donc ça me permet en fait de gérer de manière assez simple des données utilisateurs avec cette petite astuce. En fait, c'est pas vraiment une astuce, mais ce petit setup d'utiliser un cloneur en mode fusionné avec un seul en quantité et puis en mettant dedans les différentes étapes qu'on a besoin de gérer. C'est un petit peu comme si on utilisait du morphing sur des clones. C'est-à-dire qu'on aurait un élément et puis ça permet de créer un effet de morphing entre le premier élément et le deuxième. Ici, j'utilise donc des éléments comme les boîtes en carton, mais essayons de faire ça avec autre chose. Hop, on efface tout. Je reviens sur le cube. Je vais mettre 100. Je reviens sur le cube. Je vais le mettre dans le cloneur. Voilà, alors on va pareil, comme ça. Le cloneur en mode linéaire, on va encore une fois ici mettre on va mettre 100 comme ça, un peu plus de 100 et on va mettre une dizaine de clones, parfait. Ici j'ai le cube, je peux en faire un deuxième, tac, et puis je peux mettre une texture dessus, texture sur le premier cube, voilà, du orange, et comme ça, et puis hop, une deuxième texture qui sera du bleu, par exemple. Voilà pour le deuxième cube. Tac. Et le cloneur, ici, je le mets en mode fusionné. Et donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a le premier cube qui est d'une couleur, le deuxième qui est d'une autre couleur. Donc là, parfait. On pourrait rajouter un autre élément encore. Je peux jouer, encore une fois, comme je dis, avec le nombre de segments. Je pourrais jouer avec le nombre de biseaux, etc. Comme ça. Parfait. Donc là, je définis en fait toutes les étapes de mon élément. Ces deux cubes, je peux tout à fait, si je veux, je peux leur mettre la même valeur ici. Voilà, donc c'est tous les mêmes. Je les rends éditables, ces deux cubes. Tac. Donc les deux cubes maintenant sont éditables, ce sont plus des cubes, ce sont des objets polygonaux. Le premier, comme ça, il n'y a aucun problème. Je vais désactiver le cloneur temporairement. Je vais cacher le premier. Le deuxième, on va le modifier. Par exemple, le deuxième, on va sélectionner des points. Les points qu'il y a ici au milieu. Hop, on va les déplacer comme ça. Tac. Ensuite, le point qui est ici, on va peut-être le rabaisser un peu. Tac. Pas de beaucoup, juste un peu comme ça. Ensuite, peut-être que ces points-là, on peut les déplacer comme ça. Tac. Là, je vais baisser en fait ça à, on va dire 55, moins 35, pour pas avoir les effets noirs ici. Voilà, donc j'ai une forme totalement différente, mais seulement ça reste toujours le même nombre de points, le même nombre de polygones, le même nombre d'arêtes. Je peux rafficher les deux quand je mets le cloneur. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit une interpolation entre les deux. C'est-à-dire que ici j'ai le premier, mais comme c'est les mêmes nombres
de points, Cinema 4D sait faire la différence, c'est voir ce qu'il y a de différent entre cette forme-là et cette forme-là, entre celle-là et celle-là, et donc il fait sa petite interpolation. On voit que ici, progressivement, il monte les deux points qui sont sur les extrémités, il descend ceux qui sont ici progressivement jusqu'à obtenir la forme ici finale. Donc là, en fait, on peut aussi modifier des formes d'objets polygonaux, donc en modifiant des points, des arêtes, des polygones entre un état et un autre, et on a un effet de morphing qui est créé. Ici, je peux remettre quantité 1, voilà. Je peux remettre ça dans un cloneur classique. Le cloneur qui me sert en fait de faire mon morphing, je vais lui mettre un effecteur dessus, effecteur simple, je mets ça à 100%, ici je mets 0, je désactive ça, voilà, parfait. L'effecteur, le cloneur qui est le plus haut, on va demander à ce qu'il espace, non pas sur cet axe-là, mais sur cet axe, l'axe X. Non, l'axe Z, c'est bien l'axe Z. C'est comme ça. L'axe Z, pas 100, on va dire 200. 200. On va lui dire de faire pas mal de clones. Une petite dizaine, encore une fois. Voilà, c'est parfait. Et puis, mon effecteur simple, ici, je vais passer en atténuation linéaire. Et donc, quand je passe, on passe d'un mode à l'autre. Tac, tac. Si j'agrandis cet effecteur, on aura un truc un peu plus smooth. Voilà. Et voilà. Et comme ça, je peux, hop, faire un effet de morphing avec les clones. Chaque clone passe d'un état à l'autre. Alors ici, on peut virer la texture, mettre tout en orange par exemple. Comme ça, ça se voit, c'est encore plus smooth. On voit plus la différence en fait de passage de l'un à l'autre. Et puis on a un petit effet de morphing comme ça sur les clones. Et en fait, qu'est-ce qu'on modifie ici? On modifie des points. Des points ou des arêtes ou des polygones. On peut travailler comme ça. Ici, je le fais sur des points. Je peux aussi utiliser des déformateurs. Je pourrais tout à fait ajouter un déformateur sur un cube et puis modifier. Je vais avoir un cube avec un déformateur où il n'y a pas de déformation et un cube avec un déformateur où il y a une grosse déformation. Et toujours sur le même principe, en déplaçant mon effecteur simple en mode... avec une atténuation celle que vous voulez, mais ici en mode modifier le clone à 100%, sur un cloneur toujours en mode fusionné, dans ce cas-là, on pourrait avoir la déformation qui se fait progressivement sur les clones au moment où l'effecteur passe. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le mode fusionné du cloneur, un effecteur simple avec le modifier le clone au-dessus de 0%, donc 100% c'est parfait. Et là, en fait, on peut passer comme ça des différents états que l'on indique dans notre cloneur ici. Alors ce cloneur-là, pour bien se retrouver, on peut le renommer, hein, ou l'appeler par exemple morphing. Ça évite d'utiliser le tag morphing dans un sens, c'est pas plus mal parce que ça permet de faire des choses intéressantes. Voilà, morphing. Et puis donc ce cloneur-là vous permet de créer des effets de morphing en fait entre différents états de vos setups avec des données utilisateurs ou de vos objets polygonaux du moment qu'ils sont identiques, c'est-à-dire du moment qu'à la base ils sont identiques, ils ont le même nombre de points, le même nombre de polygones, Cinema 4D va savoir en fait positionner correctement les interpolations entre les deux. Et puis si vous voulez modifier le sens, vous modifiez simplement l'ordre là dans le cloneur, vous en mettez un au-dessus de l'autre et ça change le sens de l'effet. Voilà, tac. Truc tout bête. Alors ça, c'était le tutoriel de la semaine. Je pense avoir abordé à peu près tout ce qu'il faut dessus. C'était assez simple. Ça marche un petit peu avec tout. Donc c'était le mode fusionné du cloneur avec un effecteur simple en mode ici modifier le clone. J'ai dit effecteur simple, ça pourrait être autre chose qu'un effecteur simple. Du moment que vous mettez modifier le clone et puis que vos réglages sont bons, normalement ça doit fonctionner. Il y a des setups pour lesquels ça fonctionnera pas parce que certains effecteurs sont particuliers, mais normalement ça doit marcher avec
Bon, les features simples, ça reste quand même la valeur sûre. Disons que pour être tranquille, pour être sûr que ça fonctionne, utilisez les features simples. Faudra que je teste pour voir ce qu'on peut faire avec les autres. En fait, on peut combiner plusieurs effecteurs, ce qui permettra en fait d'avoir des effets différents. C'est-à-dire que dans le morphing ici, dans mon cloneur morphing ici, je pourrais y ajouter en plus par exemple un effecteur randomisation, je pense, voilà. Et puis en fonction de l'ordre dans lequel c'est mis ici, je devrais pouvoir obtenir des choses plus ou moins intéressantes. Je sais pas trop, faudrait que je fasse des essais. Après, il y a des moyens de faire des petits setups intéressants. Là, je sais pas si je sais pas trop ce que ça peut donner, oui ou non. Comme ça, non. Non, faudrait que je teste, faudrait que je fasse des essais, etc. pour voir ce qu'on peut faire. Essayer de trouver des effets sympas que je pourrais vous montrer en tutoriel. Comme ça. Avec ces effecteurs-là et cet effet-là. Mais ça sera pour d'autres tutoriels, je pense. Donc ça finit là pour ce tutoriel. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Normalement, non, j'ai fait moins de 30 minutes, c'est parfait. Et on a vu donc on pouvait, je le répète, gérer des données utilisateurs, des différents clones, avec un effecteur. Et puis ce petit setup, cette petite hiérarchie en fait de clones, c'est-à-dire un cloneur en mode fusionné que l'on met dans un cloneur normal. Alors là, c'est un linéaire, ça pourrait être une répartition sur une grille. Je pourrais tout à fait, ou alors en mode objet, alors je pourrais faire un truc tout à fait comme ça. Ici, mettre 400, 400, voilà. Et puis en fait, ici, comme mon effecteur simple passe, voilà, ça fait travailler plusieurs clones à la fois. Toc. C'est parfait. Et donc on a vu que ça fonctionnait avec les objets polygonaux, avec les objets qui contiennent des données utilisateurs, avec les textures aussi, même s'il n'y a pas vraiment d'interpolation entre les textures. Il y a sans doute moyen d'avoir des interpolations avec les textures si vous passez par des données utilisateurs, par exemple. Ensuite, faut voir. Il y a sans doute plein de choses à faire avec ça. Il y a un fort pouvoir, enfin une forte comment c'est une forte possibilité en termes de motion design. C'est-à-dire que là, on pourrait tout à fait jouer avec plein de déformateurs, avec même peut-être des particules, pourquoi pas, la gestion de particules. On pourrait jouer avec d'autres déformateurs dans d'autres déformateurs et ainsi de suite, avec des textures, avec des lumières aussi, pourquoi pas. On peut jouer avec tous ces éléments-là, juste comme ça, avec le mode fusionné du cloneur homographe. C'est un mode qui est souvent peu utilisé parce que, comme j'ai dit, quand les gens regardent un peu à quoi ça sert, ils mettent généralement un cube, une sphère ou deux formes totalement différentes. Et en fait, on voit pas qu'il y ait vraiment une interpolation entre les deux, parce que les formes étant très différentes, on a juste une cassure et on comprend pas trop à quoi ça correspond quand on débute. Alors que quand on a compris le système, vraiment ça ouvre tout un pan de possibilités. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D. Normalement il ne devrait pas y avoir de fichiers à télécharger parce que j'ai pas de scène à mettre, on n'a rien créé réellement. Mais comme j'ai dit, vous pourrez aller télécharger le setup de la boîte en carton pour tester. Normalement j'aurai retiré sur tous les liens AdFly. Voilà.